La Gallia Dominicana, les couvents de Saint-Dominique au Moyen Âge, est un ouvrage publié par Georges Rode-Fleury en 1903. Il s'agit de la première synthèse sur l'art dominicain. L'œuvre est donc importante dans l'historiographie et constitue un point de départ incontournable pour toute étude sur un couvent dominicain français. L'œuvre, en 2 volumes, présente pour chaque couvent de frères prêcheurs et chaque monastère de moniales dominicaines une courte synthèse historique d'une page et des planches. Celles-ci reproduisent les vestiges conservés et les sources iconographiques anciennes. Les planches incluent, en outre, dans certains cas, des dessins que Georges Rode-Fleury intitule « Essais de restauration ». Il s'agit de vues cavalières des complexes religieux, restituées dans leur intégrité. La Gallia Dominicana est bien connue des historiens de l'art, qui l'utilisent aussi bien pour les sources citées que pour les synthèses historiques et les illustrations. Toutefois, les auteurs qui citent la Gallia Dominicana manifestent toujours un certain embarras envers les essais de restauration qu'ils utilisent parfois, tout en émettant des réserves sur leur complète fiabilité. À ce jour, personne n'a développé d'analyse critique de ces dessins, en dehors de Bernard Montagne dans l'introduction de son Architecture dominicaine en Provence il y a maintenant plus de 40 ans. Bernard Montagne affirmait d'ailleurs vouloir, avec son livre, je cite, « refaire la Gallia Dominicana pour les couvents situés dans la région sud-est ». Il semble être également le seul à avoir consulté les documents préparatoires de Rode-Fleury conservés à Rome. Toutefois, il évoque les travaux de Georges Rode-Fleury essentiellement pour distinguer dans les planches celles qui représentent fidèlement des sources iconographiques fiables de celles qui sont sujettes à caution, soit que la documentation fournie à Rode-Fleury ait été erronée, soit que celui-ci ait pris une certaine liberté avec. Mon propos a pour objectif d'aller plus loin qu'une simple évaluation critique, en retraçant le modus operandi de Georges Rode-Fleury pour la réalisation des essais de restauration entre 1900 et 1903. Mon analyse s'appuiera sur la documentation préparatoire à la Gallia Dominicana, conservée aux archives générales de l'Ordre des Frères Prêcheurs à Rome. Ce fonds est resté quasiment inconnu des historiens de l'art, malgré son signalement par Bernard Montagne. Il est pourtant extrêmement précieux pour l'étude des couvents et monastères de la famille dominicaine, car il contient des descriptions, des photographies de l'existant et des relevés effectués par des architectes au tout début du XXe siècle, ainsi que des photographies et des relevés de sources plus anciennes, parfois perdues depuis, comme des plans et des lithographies. Il s'agira ici de comprendre comment Georges Rode-Fleury a utilisé cette documentation pour élaborer ses essais de restauration. Cette étude de cas vient mettre en lumière une manière originale d'approcher le bâti médiéval autour de 1900. 3 caractéristiques de la Gallia Dominicana peuvent être soulignées. Premièrement, l'ouvrage fait l'inventaire méthodique d'un patrimoine non pas à l'échelle d'un territoire, comme le font alors les monuments historiques, mais d'un ordre religieux. La Gallia Dominicana est en cela originale dans le panorama de l'histoire de l'art du XIXe siècle et du début XXe. À une époque où les travaux sur l'architecture médiévale se concentrent essentiellement sur la définition des styles, roman, gothique, et des écoles nationales et régionales, l'ouvrage de Rode-Fleury est centré sur un ordre religieux. Le propos de la synthèse finale, de quelques pages, qui clôt l'ouvrage, dépasse d'ailleurs le cadre français pour tendre vers une définition des caractéristiques des couvents dominicains médiévaux en général. Deuxièmement, il s'agit encore une fois d'un trait original, la Gallia Dominicana fait de la restitution graphique, ses essais de restauration, une finalité. Troisièmement, la réalisation de l'ouvrage a nécessité, comme nous le verrons, le recours à un réseau de sociabilité savante. Afin de saisir la portée du travail de Georges Rode-Fleury, il convient de revenir en préambule sur le parcours de cet architecte historien de l'art et sur son œuvre avant la Gallia Dominicana. La structure de l'ouvrage et la composition du fond aux archives générales de l'ordre seront ensuite brièvement décrites avant d'en venir au cœur de l'étude, l'élaboration des restitutions. Georges Rode-Fleury, né en 1835 et mort en 1904, est fils et petit-fils de 2 architectes qui ont exercé d'importantes charges publiques de Napoléon Ier à Napoléon III. Il hérite de son grand-père Hubert, né en 1777 et mort en 1846, et de son père Charles, né en 1801 et mort en 1875, un intérêt pour l'art du passé, en particulier l'art italien, et une fervente conviction catholique. Le goût de cette lignée d'architectes et historiens de l'art pour le patrimoine s'avère très éclectique, puisqu'il se porte aussi bien
sur les monuments antiques que sur les palais gothiques ou les villas de Palladio. Georges Rode-Fleury se forme d'abord comme peintre, à l'école des Beaux-Arts, avant d'étudier l'architecture. Finalement, il exercera peu le métier d'architecte, mais il se consacrera essentiellement à des travaux en histoire de l'art et en archéologie chrétienne, comme on disait à l'époque. La bibliographie de Georges Rode-Fleury est essentiellement consacrée à l'art italien, plus spécifiquement l'art médiéval toscan. Cette préférence marquée pour le Moyen-Âge sur la Renaissance l'amène à s'intéresser à la ville de Pise avant la conquête florentine de 1406. Quelques publications traitent également de Rome. Ces ouvrages italiens s'appuient sur des voyages réguliers en Italie jusqu'en 1874. Le corpus des lettres sur l'architecture civile et militaire en 1400 et l'ouvrage Prix comparé de diverses constructions à diverses époques, publié en 1865, montrent l'attention de Georges Rode-Fleury aux sources écrites, attention que l'on retrouve dans la Gallia Dominicana. Bien qu'architecte de formation, son approche du bâtiment n'est jamais purement formelle, il replace toujours la production artistique dans son contexte historique. Sa volonté de faire vivre le patrimoine se voit dans ses dessins d'architecture qu'il peuple de personnages. L'intérêt de Georges Rode-Fleury pour le contexte où ont été créées les œuvres nourrit une conception de l'art où la beauté artistique est le reflet de la perfection morale de la société qui l'a produite. Son intérêt pour l'art de l'Italie communale trouve ainsi son fondement dans l'idée qu'il incarne un moment d'équilibre entre la foi chrétienne, la liberté politique et la richesse des traditions. La Gallia Dominicana clôture la production de Georges Rode-Fleury. Il y travaille de 1900 à 1903 et les volumes paraissent seulement un an avant sa mort. Cette œuvre consacre une vie d'attachement à l'ordre de Saint-Dominique, puisque Georges faisait partie du tiers-ordre dominicain. L'ouvrage est composé de 2 volumes de grand format sans pagination. 2 pages d'avertissement introduisent l'ambition et les méthodes de l'auteur. Georges Rode-Fleury se place dans la lignée des ouvrages d'érudition ecclésiastique des XVIIe-XVIIIe siècles qui présentent des planches d'établissements religieux en vue cavalière, tels le Monasticon Gallicanum du Maurice de Don-Germain ou le Belgium Dominicanum de Jan Frans de Jong. La dimension apologétique est explicite. La Gallia Dominicana est pour son auteur une célébration de la reprise de la vie religieuse dans les couvents, laquelle représente une victoire contre, je cite, les criminelles tentatives des sectaires de 1792. Chaque volume est ensuite divisé en 2 parties. D'abord les notices, classées par ordre alphabétique, qui retracent brièvement l'histoire générale de chaque couvent de frères prêcheurs et monastères de moniales dominicaines, ainsi que les différentes campagnes de construction et les destructions subies. Puis les planches qui suivent le même ordre. Ce sont en tout près de 170 établissements qui sont abordés, en France mais aussi en Belgique et en Suisse, essentiellement des couvents de frères mais aussi quelques monastères de moniales. En raison du contexte post-révolutionnaire rappelé dans l'avertissement liminaire, Georges Rode-Fleury a bien conscience que, contrairement à un Michel Germain, il étudie essentiellement des ruines, et qu'il ne peut donc proposer ses vues à la manière de Don Germain, je cite, qu'avec 1000 réserves. Il les intitule d'ailleurs avec honnêteté « Essais de restauration ». Vraisemblablement parce qu'il s'agit souvent de la partie la mieux documentée, voire la seule conservée, ces restitutions sont largement centrées sur l'Église, comme nous le verrons. Le 2e volume s'achève par une brève synthèse de 5 pages, accompagnée d'une planche typologique mettant en regard 61 plans d'église, reproduits à la même échelle et classés selon un ordre chronologique assez flou, dans la mesure où la plupart sont le résultat de plusieurs siècles de remaniement. Ce type de planche illustre bien l'influence des sciences naturelles dans l'élaboration des méthodes de l'histoire de l'architecture, influence mise en évidence notamment par Simona Talenti dans son ouvrage L'histoire de l'architecture en France, émergence d'une discipline 1863-1914, paru en 2000. La synthèse intitulée Résumé entend dégager les traits caractéristiques des couvents dominicains. Georges Rode-Fleury passe en revue les principaux espaces des couvents et les éléments qui entrent dans leur décor. Le chœur, la nef, le jubé, les chapelles, le campanile, le cloître, la salle du chapitre, le réfectoire, les tombeaux, le pavement, la peinture, les vitraux. La culture italienne de l'auteur transparaît dans ce résumé, notamment dans le long paragraphe sur les peintures murales où il développe des exemples italiens, évidemment plus nombreux et mieux documentés que les cas français. Les considérations régionales sont assez peu nombreuses. Rode-Fleury note par exemple une différence dans les matériaux et dans la forme des cloîtres entre le nord de la France et le Midi. Il semble bien qu'au-delà des particularités locales, Rode-Fleury cherche avant tout à établir une caractérisation globale de l'art dominicain.
La dimension interprétative est donc réduite dans la Gallia Dominicana, limitée aux quelques pages finales de résumé. On est loin des monuments de Pise au Moyen Âge qui allient dans un texte dense, d'une part, des descriptions précises des édifices pisans dans leurs caractéristiques formelles et techniques, confrontées aux sources littéraires, épigraphiques et iconographiques, et d'autre part, un exposé théorique des causes de la grandeur et de la décadence artistique. La Gallia Dominicana, pour sa part, constitue essentiellement un inventaire des vestiges conservés et des sources. L'ambition de cet inventaire est clairement de mettre en lumière la richesse du patrimoine dominicain, malgré les destructions qui ont suivi la suppression des ordres religieux, et donc la grandeur de l'ordre. La réalisation des restaurations cherche visiblement à ne pas donner à voir au grand public un patrimoine en ruine, mais au contraire un patrimoine vivant qui doit inspirer la reconstruction de nombreux couvents alors en cours. En raison de son attachement à la famille dominicaine, dont il avait intégré le tiers-ordre, Georges Rode-Fleury a donné ses documents préparatoires pour la Gallia Dominicana aux archives générales de l'ordre à Rome. Penchons-nous maintenant sur ce fond. En 1900, notre architecte a alors 65 ans, et il travaille depuis son domicile parisien. Contrairement à ses travaux sur les monuments pisans, pour lesquels il a lui-même réalisé in situ les plans, élévations, coupes et vues de détail, la Gallia Dominicana n'a pas amené Georges Rode-Fleury à sillonner la France. Pour chaque établissement, il est en relation avec un ou plusieurs correspondants. Il ne consulte directement que les documents conservés à Paris, par exemple les dessins de la collection Guénière, et les travaux déjà publiés auxquels il peut avoir accès. Les correspondants locaux de notre auteur lui envoient de la documentation et réagissent à ses propositions de restitution reportées sur calque. Ces correspondants sont variés. On y trouve des ecclésiastiques, des dominicains bien sûr, notamment lorsqu'ils occupent encore les lieux, et des membres du tiers-ordre, mais aussi des prêtres et des religieuses. Georges Rode-Fleury se tourne également vers des archivistes professionnels, des érudits locaux, souvent membres de sociétés savantes, des universitaires comme Jean Guiraud, ou encore des conservateurs professionnels. Il a souvent recours à des confrères architectes et à des photographes pour obtenir relevés et clichés. Il sollicite également des membres de sa famille qui, par leur lieu de résidence, peuvent effectuer pour lui des missions. Parallèlement à ses contacts locaux, il entretient aussi une correspondance avec des dominicains qui résident à Rome, à même de compléter la recherche documentaire dans les archives générales de l'ordre. On trouve ainsi des lettres du grand historien dominicain Pimoton et du maître général de l'ordre, Andreas Fruwirth. À travers ce réseau très vaste de correspondants qui, pour la plupart, ne ménagent pas leur temps et leurs efforts, se dessine la carte d'une sociabilité érudite où l'enthousiasme scientifique est souvent palpable. Si l'histoire de l'art est devenue, au cours du XIXe siècle, une discipline professionnalisée, les interactions n'en demeurent pas moins riches entre ceux que l'on pourrait définir des érudits locaux, héritiers des antiquaires, et la nouvelle catégorie des architectes historiens professionnels. Georges Rode-Fleury n'entre d'ailleurs qu'imparfaitement dans cette catégorie des architectes historiens professionnels. Il est certes formé au métier d'architecte à l'école des Beaux-Arts et est l'auteur de travaux d'une portée scientifique qui dépasse la simple documentation d'un patrimoine local, mais il n'occupe de charge ni dans l'administration patrimoniale, ni dans l'enseignement, contrairement aux grands noms de l'histoire de l'architecture médiévale tels qu'Eugène Viollet-le-Duc, Fernand de Dartagne, Victor Ruprecht-Robert ou Camille Anlard. Cette caractéristique du parcours de Georges Rode-Fleury explique d'ailleurs probablement qu'il soit largement absent des travaux récents consacrés à l'histoire de l'art médiéval au XIXe siècle, comme ceux de Michela Passini ou de Simona Talenti. En échange de leur collaboration, certains correspondants de Georges Rode-Fleury réclament des tirés à part de planches issus de la Gallia Dominicana ou d'autres ouvrages. Ce procédé, que l'on rencontre déjà dans les correspondances des érudits et antiquaires de l'époque moderne, implique une circulation autonome des illustrations parallèlement à la diffusion de l'ouvrage. Parmi les planches de la Gallia Dominicana, ce sont évidemment les essais de restauration qui séduisent les correspondants de Georges Rode-Fleury. La beauté des dessins et le caractère vivant des restitutions grâce à la présence de personnages y est certainement pour beaucoup. Le sous-prieur du couvent de Bordeaux, le père Berthet, écrit ainsi à l'architecte le 29 janvier 1902. « Vous faites merveille et par vos soins, le passé revit sous nos yeux. »
Penchons-nous davantage sur ces restitutions des couvents qui séduisent les correspondants de Rode-Fleury au point qu'ils lui en réclament des tirés à part. S'il n'y a pas d'univocité totale dans l'usage de ces termes, on peut néanmoins noter que le XIXe siècle emploie restauration essentiellement pour désigner la restitution graphique d'un édifice lacunaire, alors que restitution désigne la représentation d'un édifice documenté uniquement par des sources écrites. Ces deux types d'exercices ont une longue tradition qui remonte au XVIe siècle, lorsque des architectes italiens restituent les parties manquantes d'édifices antiques en ruine qu'ils relèvent, ou même la totalité d'édifices documentés uniquement par des sources écrites. La recréation d'un patrimoine lacunaire accompagne des créations architecturales inspirées par les principes constructifs de l'Antiquité classique. L'exercice de la restauration est consacré dans la formation des architectes français en 1778, lorsqu'il est imposé comme envoi de 4e année aux pensionnaires de l'Académie de Rome. Ces restaurations des 18e, 19e tendent à des degrés divers vers deux directions, selon qu'elles sont conçues comme un moyen pour un architecte d'exercer sa créativité ou comme un outil pour la science. En 1831, sous la plume du premier inspecteur général des monuments historiques, Ludovic Vitet, on voit une évolution dans la conception de ces restaurations graphiques. D'une part, elles acquièrent une fonction supplémentaire que nous pourrions, avec notre terminologie contemporaine, renvoyer à la médiation culturelle. D'autre part, l'exercice n'est plus cantonné au seul patrimoine antique, mais on envisage désormais son application au patrimoine médiéval. Selon un rapport cité par Viollet-le-Duc dans son dictionnaire, Vitet imagine face aux ruines du château de Coucy une, je cite, restauration pour laquelle il ne faudra ni pierre ni ciment, mais seulement quelques feuilles de papier. Il affirme ainsi : jusqu'ici, ce genre de travail n'a été appliqué qu'aux monuments de l'Antiquité. Je crois que dans le domaine du Moyen-Âge, il pourrait conduire à des résultats plus utiles encore. Car les indications ayant pour base des faits plus récents et des monuments plus entiers, ce qui n'est souvent que conjecture à l'égard de l'Antiquité, deviendrait presque certitude quand il s'agit du Moyen-Âge. Et par exemple, la restauration dont je parle, placée en regard du château tel qu'il est aujourd'hui, ne rencontrerait, j'ose le croire, que bien peu d'incrédules. Avec Viollet-le-Duc, puis au début du XXe siècle, la restauration renvoie davantage à une activité d'intervention sur un édifice ou un objet pour le réparer, le consolider. Si Georges Rode-Fleury réalise des restaurations qui sont des objets graphiques, il ne faut pas perdre de vue qu'il travaille à l'époque d'un grand courant de restauration au sens matériel du terme, du patrimoine médiéval français. Il s'inscrit également activement dans une restauration institutionnelle, celle de l'Église en général et de l'ordre dominicain en particulier, restauration qui s'accompagne de campagnes édilitaires. Comme évoqué précédemment, les essais de restauration que Georges Rode-Fleury propose dans la Gallia Dominicana ont une valeur militante. Elles sont brandies comme un symbole de victoire sur les sectaires de 1792, propre à donner, je cite, l'image d'une résurrection certaine, la preuve de l'invincible vie des religieux. Leur sens va donc bien au-delà de celui des restitutions de monuments pisans dans leur état du XIe-XIIe siècle que Georges Rode-Fleury avait précédemment publiés. Si les notices historiques de la Gallia Dominicana rendent compte, tant que faire se peut, de l'ensemble de l'histoire de chaque établissement religieux jusqu'au XIXe siècle, les planches, elles, se concentrent sur l'état médiéval, antérieur au XVIe siècle. Les dossiers préparatoires témoignent du travail minutieux de Georges Rode-Fleury et de ses correspondants. Toutefois, les restitutions d'ensemble des couvents et monastères, proposées dans la publication finale lorsque cela est possible, sacrifient la rigueur philologique à la volonté de donner à voir coûte que coûte un état entre guillemets originel, souvent en grande partie fantaisiste. En effet, Georges Rode-Fleury intègre fréquemment des édifices inventés, sans les distinguer des éléments au contraire documentés. Par ailleurs, il mélange dans ses restitutions des éléments effectivement documentés, mais qui sont issus de campagnes distinctes et n'ont jamais coexisté. En cela, ces planches pourraient illustrer la célèbre définition d'une restauration par Viollet-le-Duc, laquelle aurait pour but de, je cite, rétablir l'édifice dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. On peut également voir dans la représentation d'édifices non contemporains le résultat de la méthode de l'architecte qui consiste à utiliser la documentation iconographique et textuelle disponible. Qu'un bâtiment soit documenté au XVIIe siècle,
un autre au début du XIXe, Georges Rode-Fleury en fait une synthèse selon une méthode que nous pourrions qualifier de philologico-combinatoire, aboutissant à un état qui n'a jamais existé à aucune époque. Prouille est un cas exemplaire de cette méthode philologico-combinatoire. Il ne reste rien en 1900 du monastère médiéval, déjà remanié au XVIIIe siècle, puis entièrement démantelé au début du XIXe. La documentation sur l'appartenance du complexe avant cette date est assez maigre, et elle concerne essentiellement la reconstruction du XVIIIe siècle. Néanmoins, Georges Rode-Fleury ne veut manifestement pas renoncer à proposer une restitution de ce lieu, à la fois fondateur pour l'ordre et preuve du renouveau de l'ordre au XIXe siècle. Prouille est en effet lié à la genèse de l'ordre des frères prêcheurs et au culte du fondateur. Le monastère féminin est créé en 1207 par l'évêque Diego d'Osma et son chanoine Dominique pour accueillir les femmes hérétiques qui souhaitent réintégrer l'Église, avant donc la fondation de l'ordre des frères prêcheurs. Il s'agit d'un monastère double où la communauté féminine, soumise à la stricte clôture, est placée au Moyen-Âge sous la direction du prieur de la communauté masculine qui gère le temporel et le spirituel. Chacune des deux communautés a son cloître et son église, Notre-Dame pour les moniales et Saint-Martin pour les frères. Le vaste monastère est endommagé en 1715 par un incendie qui touche essentiellement la partie nord, c'est-à-dire l'aile des Sœurs, laissant indemnes les deux églises, les appartements de la prieure royale, les bâtiments de vie des frères et le nouveau corps de logis qui avait été construit à l'est du cloître des Sœurs. La reconstruction est menée entre 1746 et 1787 sur un projet de Jacques Hardouin-Mansart. Peu de temps après ce chantier laborieusement mené, les bâtiments sont entièrement démantelés, après leur vente comme biens nationaux, et utilisés comme carrières. Une basilique et des bâtiments monastiques sont édifiés ex nihilo à partir des années 1850 à l'initiative du père Lacordaire. Le chantier est encore en pleine activité à l'époque où Georges Rode-Fleury travaille à Sagalia Dominicana. Preuve s'il en est de, je cite, l'invincible vie des religieux que l'auteur entend défendre par son ouvrage. Les sources à disposition de Georges Rode-Fleury pour restituer le monastère médiéval sont bien minces. 2 descriptions ont été rédigées avant l'incendie de 1715, dont la seconde est accompagnée d'un dessin de l'église des Sœurs. L'une est publiée par Jean de Rechac dans la vie du glorieux patriarche Saint-Dominique fondateur et instituteur en 1647. L'autre est due à Jean Laudin et se trouve dans un guide de pèlerinage des sanctuaires mariaux restés à l'état manuscrit. Ces 2 sources permettent de restituer un monastère entouré d'un fossé et d'une muraille en pierre de taille d'environ 8 mètres de haut, rythmée de 4 échauguettes et 15 tours. On accédait à la première cour du monastère par une double porte, dont la seconde était précédée d'un pont-levis et surmontée d'une tour. Le monastère comprenait 2 cloîtres, situés de part et d'autre de l'église Notre-Dame, consacrée en 1285. L'un pour les sœurs, l'autre pour les frères, derrière lequel se trouve l'église Saint-Martin. Le dessin de Laudin, reproduit par Rode-Fleury dans les planches finales, représente la nef et le transept de l'église Notre-Dame. Le chevet n'est pas visible. L'édifice comporte une nef à vaisseau unique de 4 travées rythmées de contreforts, éclairées par des fenêtres dans la partie basse et par des oculis à la base du couvrement. La façade occidentale semble dépourvue de porte et est décorée d'une grande rose. Une rose est également visible sur le mur pignon du bras sud du transept, percé d'un portail en plein cintre. Une tour se dressait à la croisée du transept. Georges Rode-Fleury reproduit aussi le plan du monastère projeté par Jacques Hardouin-Mansart et un plan de l'église Notre-Dame alors en cours de réaménagement, dressé en 1785 par Jean-Arnaud Raymond avec des annotations de Madame de Montaut-Miglot, prieure à partir de 1772. Ces documents sont précédés d'un essai de restauration en pleine page. On y retrouve les murailles rythmées de tours et le pont-levis décrit par Jean de Rechac, avec l'ajout d'hypothétiques créneaux. Probablement induite en erreur par l'emplacement de l'église Saint-Martin dans le plan de Jacques Hardouin-Mansart, Georges Rode-Fleury inverse, dans sa restitution, le côté des sœurs et celui des frères. Le cloître des premières se trouvait en réalité au nord de l'église Notre-Dame, et non au sud, comme le figure Rode-Fleury. Ce dernier ne figure pas au centre des cloîtres les fontaines mentionnées par Jean de Rechac. Il indique comme emplacement de la chapelle primitive un espace attenant au bras nord du transept, la chapelle du Crucifix, conformément au plan de Jacques Hardouin-Mansart,
sans savoir visiblement que cet emplacement a été corrigé par la découverte des fondations d'un édifice à la croisée du transept pendant les travaux du XVIIIe siècle. Il imagine un improbable, je cite, logement de l'abbesse, alors que à Prouille c'est une prieure, donnant sur la première cour. L'église Notre-Dame, telle qu'il la figure, reprend globalement le dessin de Laudin, en y ajoutant un porche sur la façade occidentale. Un porche nouvellement construit est en effet signalé sur le plan de l'église de 1785. Aucun document ne permet d'en connaître l'élévation, qui devait être de style néoclassique et sûrement bien éloigné de l'aspect gothicisant imaginé par Georges Rode-Fleury. Son dessin rappelle d'ailleurs lointainement le narthex de la basilique romano-byzantine en cours de construction à l'époque de la Gallia Dominicana. Au-delà des erreurs et des éléments fantaisistes, cette restitution est un bon exemple de la manière dont Rode-Fleury associe parfois des éléments documentés mais qui n'ont jamais coexisté. Ainsi, il mêle, pour Prouille, dans une même vue, l'église des Frères, détruite en 1758, et le porche de Notre-Dame, ajouté dans les années 1780. Rode-Fleury envoie habituellement un calque de ses restitutions à ses correspondants avant l'établissement de la version définitive. Ce système des calques lui permet d'améliorer ses planches en cours d'élaboration. Un exemple me servira ici à illustrer cette méthode, celui du monastère des Moniales de Condom, dans le Gers. Condom est un monastère prouillant, c'est-à-dire un établissement double sur le modèle de Prouille, mais contrairement au cas de Prouille, les deux communautés partageaient une même église. Il ne restait rien du monastère en 1900, hormis un portail du XVIIe siècle. Le premier essai de restitution qu'avait réalisé Georges Rode-Fleury montre une vue depuis le nord-ouest, qui met en valeur essentiellement le cloître des Moniales et l'église. La restitution de l'église est basée sur un dessin datant des années 1820, réalisé par un certain monsieur Dunot, dont monsieur Lauzin, son contact, lui envoie une photographie. On retrouve sur le projet de restitution la nef à vaisseau unique, longue de 3 travées, son transept débordant dont les murs pignons sont ornés d'une rose, sa tourelle dans l'angle de la nef et du bras sud. Une lettre du 31 mars 1902 de Joseph Garder, archiviste du Gers, précise que le dessin a été fait par M. Dunot, père de Mademoiselle Boucher qui le possède. Le dessin présente une vue depuis le sud. Le cloître n'y est donc pas visible. L'apparence du cloître en élévation dans la restitution de Georges Rode-Fleury est par conséquent totalement imaginaire, puisque la seule source dont il dispose sur ce cloître est la photographie d'un plan de 1812. Il s'agit d'un projet de l'architecte Louis Combes pour convertir l'ancien monastère en dépôt de mendicité. Malheureusement, Georges Rode-Fleury n'a pas eu accès à une coupe du monastère, également dessinée par Louis Combes, qui donne une image assez précise du cloître, clairement moderne. Les arcs en plein cintre, avec un claveau central pendant mouluré, retombaient sur de larges piliers par l'intermédiaire d'impostes saillantes. Dans sa lettre du 31 mars 1902, Joseph Garder se demande s'il est judicieux de représenter un cloître gothique, étant donné qu'on sait qu'il a été reconstruit au XVIe-XVIIe siècle. Bien que le premier dessin de Georges Rode-Fleury soit assez schématique, les arcs sont en effet légèrement brisés. Fin observateur, Joseph Garder remarque aussi que les contreforts dessinés par son correspondant sur le mur d'enceinte occidental n'apparaissent ni sur le plan de 1812 ni sur le dessin de Dunot. Il propose également de redessiner le mur de clôture orientale, sans toutefois donner les éléments sur lesquels il s'appuie. Sur la première restitution de Georges Rode-Fleury, conformément au plan des archives départementales du Gers, le monastère semble s'arrêter au chevet de l'église, sans mur au-delà du côté oriental des bâtiments. Joseph Garder ajoute sur le calque un mur en pointillé derrière le chevet de l'église. Finalement, peut-être pour éviter de représenter les parties du monastère sur lesquelles il a peu de documentation, et notamment ce mur de clôture, Georges Rode-Fleury choisit pour la planche finale un cadrage plus resserré, qui ne laisse voir que l'église et une portion des 2 galeries du cloître qui y sont accolées, pour lesquelles il conserve un style gothique. Quelle est finalement la portée des restitutions de couvents médiévaux proposées par Georges Rode-Fleury ? Il ne faut sûrement pas plaquer sur ces restitutions notre approche contemporaine de ce type de représentation graphique, qui tente à en faire un outil scientifique et un outil de médiation.
Chez Rode-Fleury, il s'agit davantage d'un exercice d'architecte dans la lignée des envois de Rome. Cet exercice se fait, certes, avec une certaine rigueur philologique, comme le montrent les échanges avec ses correspondants autour des calques, et la reproduction dans les planches des sources iconographiques qui lui ont permis de réaliser son essai de restauration. Néanmoins, il s'agit moins in fine d'un produit scientifique, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, que l'image d'une volonté militante d'affirmer la vivacité de l'ordre des frères prêcheurs. En somme, il s'agit, par ces essais de restauration, de ne pas présenter seulement des ruines au lecteur, mais d'incarner par le dessin la renaissance contemporaine de l'ordre. La Gallia Dominicana est probablement l'œuvre de Georges Rode-Fleury la plus marquée par son militantisme chrétien. On peut se demander s'il n'a pas voulu aussi, par ses restaurations, faire œuvre utile pour nourrir les restaurations ou les constructions ex nihilo de couvents. On sait combien les restaurations graphiques, dès l'époque moderne et encore au XIXe siècle, étaient liées aux restaurations matérielles. Même si Georges Rode-Fleury a peu pratiqué le métier d'architecte, l'étude des œuvres du passé reste pour lui intrinsèquement liée à la création. Il écrit ainsi dans l'introduction des monuments de Pise au Moyen Âge : « L'étude des monuments anciens ne serait que la satisfaction d'une vaine curiosité si elle ne devait éclairer nos travaux actuels et jeter les lumières de l'expérience sur nos propres efforts. L'histoire des arts est un enseignement pour nous, comme l'histoire des États pour ceux qui les gouvernent. Elle est une leçon qui nous découvre les causes de prospérité et de décadence, dont elle nous offre les phases successives. »